Alors, nous recevons aujourd'hui Ronald Frère, membre fondateur donc, de Souveraineté calédonienne, nouveau parti créé en cette fin de mois d'octobre. Ronald, bonjour, bienvenue sur NC News. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir un peu sur la genèse de la création de ce nouveau parti et comprendre un peu en quoi il consiste. Alors, vous avez dit, il me semble que vous étiez ni indépendantiste ni loyaliste au sein de Souveraineté calédonienne. Est-ce que c'est le cas? Alors, tout d'abord, c'est un parti, moi je suis un des fondateurs. On est à peu près une cinquantaine de personnes qui sont réparties sur tout le territoire et qui ont cette volonté de vouloir faire avancer les choses et surtout s'occuper de cette Nouvelle-Calédonie et ne pas la laisser, ne pas laisser les autres décider pour nous. Donc ça veut dire qu'on s'occupe quand même de tout ce qui est statut institutionnel, on met ça de côté et Non, 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 on change le logiciel. on ne met pas de côté, justement, on va participer activement à tout ça, parce qu'on a quand même un projet de société, on a des idées. Alors, savoir si je suis indépendantiste ou pas, ça a été... Mes propos ont été travestis. J'ai dit, nous, on ne s'occupera pas de vouloir rester français et on ne s'occupera pas de vouloir aller à l'indépendance pour se décoloniser. Nous, on va s'occuper de notre pays. Donc, si c'est bon avec la France... Ça veut dire quoi, ça, s'occuper du pays? Aujourd'hui, il faut remettre le pays au centre de toutes les préoccupations. Si c'est bon de rester avec l'État français, moi, je pense que l'État français, elle a sa place ici. Il a sa place, pardon. On restera... on prendra ce qui est bon, mais moi, il nous semble que si on veut faire vraiment avancer le pays, il faut avoir une souveraineté, c'est-à-dire le droit suprême de choisir. Donc, quand on dit qu'on veut un droit suprême, forcément que nous sommes indépendantistes. Quand même. Oui, évidemment. C'est compliqué de ne pas l'être, j'imagine. Mais nous, on n'est pas indépendantistes pour être décolonisés. On est indépendantistes pour que notre pays, on décide pour notre pays. Donc, ça veut dire que la décolonisation, ce n'est pas une priorité pour vous? Alors, elle a déjà été atteinte suffisamment pour vous? Ah non. La décolonisation, elle n'a pas été atteinte, justement. S'il y a des gens qui continuent à la réclamer, c'est qu'il y a quand même un souci de fond. Non, la décolonisation, ce n'est pas notre priorité. Ça, c'est la priorité du peuple kanak, du peuple premier. Nous, on la trouve légitime. Parce que si on veut vivre tranquillement dans ce pays, apaisé, préparer un avenir serein pour nos populations, pour nos enfants, nos générations futures, il faut absolument régler le problème de la décolonisation. Sans régler ce problème, oui, on va imposer, on peut tout imposer. Vous savez, demain, on peut faire entrer 200 000 mecs, 200 000 personnes sur le territoire. Vous allez voir les résultats après les élections. Vous savez, les événements, on a tous une analyse des événements, mais les événements, c'est la perte du pouvoir politique par le peuple premier. Alors du coup, ça veut dire quand même que vous n'êtes pas forcément ultra inclusif, que vous n'êtes pas prêt à accueillir du monde en plus, ou ça veut dire quoi finalement? Non, je dis ce qu'on a toujours dit, parce que on en a parlé suffisamment de ce problème d'accueillir des gens. Pourquoi vous voulez accueillir des gens? Pour créer un peu plus de mouvement économique, de richesse. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Voyez, parce que nous, déjà, le pays, on a accueilli des gens. C'est une histoire, l'immigration dans ce pays. C'est pas d'aujourd'hui qu'on accueille des gens. Le pays s'est construit sur des vagues d'immigration. Le souci, c'est quoi? C'est que on fait rentrer des gens, mais on n'est pas prêt de les accueillir. Vous savez, quand vous faites vous tapez la circulation le matin à 7 heures, vous faites 4 km de fil. Quand vous faites rentrer des gens, on n'a pas les écoles, les réseaux d'eau sont sous-dimensionnés. Ça, c'est un problème qu'on ne voit pas, mais que toutes les collectivités ont à gérer. Mais nous, notre problème, si on se place sur un point de vue politique, notre problème, c'est on va faire rentrer des gens pour faire quoi? Pas pour faire de l'économie. Parce que je peux vous démontrer qu'en 20 ans, on en a eu plus qu'il en faut de l'économie. Sauf qu'on ne veut pas la prendre, la richesse. Donc, on la laisse repartir. Donc, demain, vous faites rentrer 500 000 personnes, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Non, c'est au niveau politique, c'est important pour le moment de rester cantonné dans ce corps électoral restreint, parce qu'il faut régler le problème de la décolonisation, il faut stabiliser le pays de l'intérieur pour pouvoir
accueillir ceux qui viendront plus tard. Si c'est pour faire entrer 500 000 mecs, puis demain, on a des barrages à Saint-Louis, on a des barrages à Saint-Laurent, on a des barrages au col de la Pirogue, vous croyez que c'est une vie qui est viable pour tout le monde? Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse les choses bien chez nous, puis quand on peut faire entrer les gens, ben on fait rentrer les gens. Et c'est très clair, et moi je sors d'un parti indépendantiste, ça a toujours été le message, sauf qu'on ne veut pas l'entendre pour des raisons de petites guéguerres politiques. Mais le message, il est toujours celui-là. Alors justement, vous faisiez partie de l'Union calédonienne. Oui. Pourquoi avoir décidé de quitter ce parti? Ben, on ne quitte jamais l'Union calédonienne. Hein. Vous savez, on est marqué au fer rouge parce que l'Union calédonienne, c'est pas un parti politique. C'est une façon de penser le pays. Nous, notre façon de penser le pays, c'est deux couleurs, un seul peuple. On est ancré là-dedans. Pourquoi? Parce que la fondation de l'Union calédonienne, je reprends les termes de Roque-Pidgeot en 1956, c'est la réunion du peuple kanak et des enfants du petit colonna. Donc nous sommes les enfants du petit colonna et quand on y est à vie. Après, aujourd'hui, il faut se poser la question en termes d'action. Et pour vous, c'était pas satisfaisant, donc vous avez décidé... Non, ils ont un combat, et je parle d'eux, c'est le peuple kanak, ils ont un combat à mener, c'est celui de se décoloniser. Okay? Et ben, ils ne s'intéressent pas au pays. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils n'ont pas la même vision du pays. L'autre côté, on a des gens qui ont peur de partir. Ça a été transmis par certains, peut-être par les Pieds Noirs quand ils sont arrivés en 1963. Ces peurs, elles ont été transmises et on a peur de partir. Donc nous, on ne s'occupe pas du pays. On s'occupe de vouloir rester français, coûte que coûte. Ben nous, non, nous, on n'a pas peur du pays. Nous, c'est notre pays. Donc on va s'occuper de notre pays. Et du coup, Souveraineté calédonienne, c'est un peu un groupe satellite de l'UC ou rien à non, voir? surtout pas. Surtout pas. Non, surtout pas. En plus, bon, quel est le parti politique qui va accepter de laisser partir des militants et puis de dire, ben non, eux, on est à côté. Non, non, nous, on veut s'affirmer politiquement parce que on constate que pendant 20 ans, ben le transfert de la souveraineté, de parcelles de souveraineté comme l'économie, comme le nickel, ben en 20 ans, le pays s'est considérablement enrichi. On est parti en 1997, on avait 320 milliards de PIB. En 2018, on en avait 1100 milliards. Donc c'est plutôt positif, ça? C'est positif, mais c'est seulement, elle est où cette richesse? Vous croyez que c'est normal aujourd'hui qu'on aille emprunter 50 milliards à la France? Mais les milliards, ils sont passés dans le pays. Mais c'est bien au-delà de ce que tous les Calédoniens peuvent penser. C'est des milliers de milliards qui sont passés ici en 20 ans. Du coup, vous préconisez quoi pour faire en sorte qu'il y ait plus de richesses qui reviennent finalement au pays? Quand on fait une analyse, hein, vous arrivez en 20 ans, vous avez des chiffres astronomiques. C'est-à-dire, vous dites, mais c'est pas possible, mais ils sont où tous ces milliards? Mais parce que ici, c'est vraiment, ça prend tout son sens, le terme économique comptoir. Parce que là, c'est une multinationale, les salaires, c'est récupéré par des gens de l'extérieur, vous avez les monopoles, vous avez tout ça, tout repart, d'une façon ou d'une autre. On a quand même créé 3 usines avec pas mal d'emplois locaux, il y a quand même les usines, elles des vous retombées. quoi? Des emplois quand même. Oui, ben voilà. 25 000 personnes qui travaillent. Alors là, on parle du nickel, on ne parle pas de l'économie. Mais si c'est notre ambition de créer des usines pour faire que des emplois, si vous saviez la valeur du nickel in fine, je pense que le pays doit avoir une autre ambition pour les Calédoniens par rapport à son nickel. Hein. Parce que le nickel, c'est pas de dire je prends 200 mecs qui font l'extraction minière et puis après nous, on s'en occupe à l'extérieur. La vraie valeur ajoutée du nickel, elle n'est pas en Nouvelle-Calédonie. Hein. Vous avez regardez la SLN. Bon, moi, souvent, je parle de la SLN. Mais la SLN, quand elle retire sa fabrication de maths, hein, elle va le faire à l'extérieur. Mais elle retire combien de valeur ajoutée dans le pays? Elle diminue ses effectifs, tout ça. Ils sont toujours en train de se plaindre qu'ils sont en perte. C'est la seule usine dans le monde qui perd de l'argent et qui continue à être en activité. Donc moi, je crois pas que la SLN perd de l'argent. Mais il y a des schémas récupérateurs derrière qui font que la SLN, elle fait sa marge ailleurs.
Donc l'idée, c'est d'avoir un peu plus de retour de richesse au pays. Donc j'imagine que vous êtes favorable à la taxe sur l'extraction et sur l'exportation, Non, par exemple. Non. je suis favorable à une taxe sur le métal, donc à une royalty métal. Parce qu'une taxe à l'extraction, 3 milliards, quand on sait que la valeur du... Si on appliquait la valeur du LME sur les 320 000 tonnes de métal qu'on vend, ça représenterait, si on prenait seulement 10%, ça représenterait 80 milliards de taxes. Donc, il faut peut-être qu'on passe à un système de taxation du style des pays producteurs de ressources naturelles, comme le Qatar, comme Dubaï, comme ça. C'est quoi qui fait la richesse de ces pays? C'est simplement parce qu'ils se servent de leurs matières premières. Nous, on est le seul pays dans le monde qui donne notre nickel. Les exportateurs de nickel, quand ils exportent leur nickel, ils exportent leur coût d'extraction. Ils n'exportent pas la valeur métal. Donc, jusqu'à quand on va continuer? Et c'est ça le fondement de notre parti, c'est-à-dire on s'occupe de vouloir rester français parce qu'on se fait peur, ou on s'occupe de la décolonisation parce qu'il y a une réelle frustration, mais de l'autre côté, les richesses, elles continuent à partir. Donc c'est plutôt une vision un peu économique que vous défendez plutôt qu'une vision politique? Non, de toute façon, forcément, c'est d'abord la vision politique qu'il faut régler. Donc oui, on défend cette vision-là, et nous on pense que on a les capacités, et puis en plus maintenant on a une jeunesse qui est formée, qui est éduquée, qui attend que ça de prendre sa part. Aujourd'hui, si vous la cherchez, elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous visez finalement? Est-ce que c'est les prochaines provinciales, si elles ont bien lieu, que vous avez en ligne de mire? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de participer à la vie du pays. Hein, et donc, si on sort en 2022, les prochaines provinciales, elles seront en 2024, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est que l'accord Nouméa, il n'est pas fini tant qu'on n'a pas changé la Constitution française. Donc, si en 2024, il n'y a rien de changé, on ira aux provinciales sous le format accord Nouméa. Ça, faut le dire aux Calédoniens parce que on entend de tout, hein, on nous fait peur. En fait, on veut que nous faire peur dans ce pays. Avec quel corps électoral aussi, c'est ça la question. Mais non, mais on ne pose pas la question. C'est simplement, est-ce que la France, elle sort de la Constitution du titre 13 de la Nouvelle-Calédonie? Dans ce cas-là, on aura un nouveau statut. Ou alors, si on ne bouge pas et qu'on ne se met pas d'accord, on restera sous le titre 13. Donc, ça sera peut-être pour les élections de 2028 ou les élections en cours si la France décide de nous sortir de sa Constitution. Mais jamais question qu'il n'y ait plus rien, qu'il y ait un trou noir, comme a annoncé un certain député, comme ils nous font tous peur. Mais voilà, l'accord de Nouméa, il est écrit, il est constitutionnel. Donc la France, quand elle changera sa Constitution, nous, on changera. Donc là, vous commencez à vous faire connaître. Ouais. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir avoir L'objectif, une place à ce moment-là. Voilà, c'est d'aller chercher notre légitimité auprès des Calédoniens, okay, ceux qui votent aujourd'hui, et c'est de défendre cette nouvelle position. Donc nous, on n'attend pas 3 semaines avant les élections pour sortir notre liste. On commence à préparer le terrain parce qu'il y a quelque chose de fondamental à assurer là, dans ce qui va arriver, dans le futur statut ou dans les futures élections. C'est de faire le relais générationnel. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Et puis de préparer une nouvelle génération politique à accéder aux responsabilités. Alors, on a beaucoup entendu parler justement de qui faisait partie de Souveraineté calédonienne, à commencer par Mathias Chauchat. Donc, oui. Il y a eu un peu un débat, savoir s'il appartenait ou pas à Souveraineté calédonienne. Qu'en est-il? Oui, c'est un peu un fantasme des non-indépendantistes parce que, comme ça, il fustige M. Chauchat, mais M. Chauchat, il est bien dans ses bottes à l'Union calédonienne. Il vient nous dire, nous l'avons principalement interrogé sur le titre 13 de la Constitution et le titre 12, donc les conséquences. Il est venu nous les expliquer, et puis voilà, c'est tout. C'est pas un membre fondateur, hein, Mathias Chauchat. En tant que militant ou en tant que professeur de droit, il les a explicités, ces articles? Ben moi, si je vous invite, je vais vous inviter, vous n'avez pas besoin d'être militant. Vous venez, si vous voulez vous exprimer, si vous pensez que vous pouvez nous apporter quelque chose, nous, on va vous faire parler.
Donc, il n'y a pas besoin d'être militant, il n'y a pas besoin de... Vous savez, il y a Jean-Michel Washington, qui est un jeune du MNIS. Il est venu nous parler de l'histoire du nickel entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Ben, il est membre du MNIS. Et puis, ben, nous, on s'occupe du pays. Donc, c'est des gens, ils viennent nous dire des choses pays. Ben, nous, ça nous intéresse. Est-ce que vous allez rejoindre le FLNKS, par exemple, ou Non. Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu parce que le FLNKS, c'est l'outil du peuple kanak. Mais bon, dedans, dans leur esprit à eux, il y a tout le monde. Mais eux, c'est l'outil qui défend la décolonisation devant l'ONU. Nous, c'est pas ça qu'on défend. Nous, on veut défendre notre pays. Et on veut reprendre le contrôle de notre pays. Donc le FLNKS, ben oui, il a toute sa place, il a toute sa légitimité. À titre, peut-être des militants ou des personnalités de chez nous, à titre personnel, peuvent très bien aller au FLNKS. Mais nous, notre position, on ne va pas dire aux gens, on ne veut plus aller dans les partis indépendants parce qu'ils sont trop axés sur leur décolonisation, ou on ne veut pas aller là parce que c'est trop axé sur le maintien de la France. Et on ne va pas aller faire un parti puis aller s'inscrire dans cette optique-là. Non, c'est bien clair. Notre position, elle est bien tranchée là-dessus. C'est un peu une troisième voie comme... c'est pas une troisième voie. Ben dites-moi, ça peut être quoi la troisième voie? Justement, on la cherche. Non, mais... Quelle est la solution pour sortir du paradigme? Il n'y a pas de troisième voie ici. Ici, vous êtes pour la France parce que vous avez peur. Ou vous avez des petits privilèges, parce qu'il ne faut pas se cacher. Ou alors vous êtes pour décoloniser. Mais nous, notre voix, c'est le pays, c'est tout. On ne s'occupe pas de ce pays. Elle est où, notre jeunesse? Ils sont où, tous ces milliards qui sont passés? On est obligé de tendre la main à la France pour nous donner 50 milliards. En plus, sur des charges qui, on va dire, qui ne nous incomberaient pas, parce que, bon, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand la première crise Covid est arrivée, c'est l'État qui nous a forcés à nous ouvrir. Hein. Et nous, on aurait très bien pu rester dans une position neutre, ça ne nous aurait pas coûté 250 morts, ça ne nous aurait pas coûté 50 milliards. Peut-être quand même, non, s'il n'y avait pas eu la main tendue de l'État, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. La main tendue, elle est liée à quoi? Parce que vous n'avez pas assisté aux bagarres entre les indépendantistes et l'État, parce que moi, à l'époque, j'étais bien là. Hein. L'État, son principe, c'est maintenir la continuité territoriale. Si vous aviez vu les mouvements de troupes militaires que l'État a fait durant cette période, c'était presque à se dire, mais ils veulent nous donner le Covid. Ils n'ont jamais transporté autant de troupes. Donc, c'est peut-être un exercice pour l'État en situation de pandémie, comment réagit l'armée? Hein, les Américains, ils ont laissé des navires entiers se faire contaminer parce qu'ils ont appris quelque chose, parce que c'est aussi une menace. Mais nous, c'est nous. Après, on vient nous présenter la facture de la menace. Hein. Vous savez, quand ils nous ont amené un équipage, là, il y avait 24 personnes à bord. Ils étaient 24 Covidés. Et si on n'était pas intervenu, ils seraient descendus. Donc voilà, il ne faut pas nous dire. Après, on vient nous dire, vous payez. Alors, emprunter, heureusement qu'il y a l'État. Oui, quand on emprunte, quand vous achetez votre voiture, vous empruntez à la banque. La voiture, elle n'est pas à la banque, hein, elle est à vous. Donc nous, il y a des régions de France qui n'ont pas eu d'emprunt, ils ont eu des subventions au titre de la solidarité nationale. Mais ça ne marche pas pour nous parce qu'on est sui generis. Donc selon vous, c'est possible d'un point de vue financier d'avoir une sorte d'autonomie, de souverainisme, sans pour autant non, c'est pas une sorte, c'est un souverainisme. C'est une souveraineté pleine et entière. Le problème de la souveraineté, ce n'est pas un problème financier. L'argent, il y en a partout dans le monde. Un peu quand même, non? Pour réussir à... Non, mais ça, c'est... Oui, les deux bouts. Mais c'est évident. C'est évident. Mais en faisant moins, peut-être, en faisant les choses différemment. Non, c'est en faisant les choses différemment. Aujourd'hui, il y a de l'argent ici. Je vous ai pris un exemple. Vous exportez 320 000 tonnes de métal nickel. Je ne vous parle pas des 3 millions de tonnes de fer. Je ne vous parle pas des 24 000 tonnes de cobalt. Je vous parle pas. Mais tout ça, ça a une valeur. Et combien, nous, le territoire, on récupère là-dessus? On récupère rien. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour nous, si c'est ça, être français. Mais je ne sais pas, mais la France, elle récupère avec Aramet, ça c'est clair. Hein.
Mais c'est pas l'argent le C'est la problème. question des multinationales, quoi, aussi. Ben oui, mais bon, les multinationales, je sais pas, Eramet, c'est pas une multinationale calédonienne, Oui. même si à l'origine c'est calédonien. Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est nous. On est formaté on est formaté par ces mécanismes coloniaux là, où que ben on n'a jamais confiance en nous. Nos jeunes, ils sont pas bons. Nos jeunes, ils ont tous des masters. Ils sortent d'où les masters? Ils sortent bien des universités françaises quand même. Hein? Et en plus, quand on les envoie dans les universités australiennes ou dans d'autres universités, ils ne sont pas assez compétents parce que le master français, il est supérieur. C'est simplement une question de formatage. La souveraineté, ce n'est pas un problème d'argent. Vous savez? Après, si on utilise les leviers internationaux des marchés financiers, vous savez, lever un emprunt de 50 milliards, c'est pas problématique. Hein? Ah bon? Ben non, c'est pas problématique, non. Auprès d'autres pays? Non, auprès des marchés financiers. Aujourd'hui, tout le monde se finance sur les marchés financiers. C'est pas. Non, non, non. Faut pas m'amener sur le terrain. On pourrait changer Non. de logiciel. Il faudrait que vous nous expliquiez ça Ben, bien sûr. en détail. C'est-à-dire, est-ce qu'on explore toutes les voies? Vous savez, on a été en Australie, on a rencontré une personne enfin, un cabinet qui conseille le gouvernement australien et nous demandait, mais pourquoi vous êtes gentil avec la France? On a dit, ben, parce que les gens ne veulent pas se départir de la France parce que c'est la solution pour leur financement. Et il y avait une table. Et là, il a posé son téléphone. Il a dit, ben, la table, là, c'est le monde et le téléphone, c'est la France. Alors, il y a plus d'argent où? Au niveau de la France ou au niveau du monde? Ben, il a répondu à la question. Et les solutions financières, elles ne sont pas allées chercher parce que ça aussi, on nous reproche, oui, mais vous allez aller chercher la Chine, tout ça. Non, surtout, elles ne sont pas avec la Chine. De toute façon, la Chine, c'est une utopie de croire que la Chine, elle va rentrer en Nouvelle-Calédonie. C'est une utopie. Pourquoi? Parce que, si vous allez, il y a des équilibres géostratégiques. Si vous allez travailler avec les Chinois, vous allez rompre certains équilibres géostratégiques. Je ne suis pas sûr que des puissances comme les États-Unis ou même les puissances régionales, elles vont nous laisser faire. Vous avez le cas des Salomon. Ouais, elle s'est bien intéressée quand même, la Chine, au Vanuatu. C'est normal. C'est normal qu'elle s'intéresse. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas la Calédonie, alors? Oui, et alors? Aujourd'hui, tout le monde nous parle de la Chine. C'est qui le premier client de la Nouvelle-Calédonie? La Chine, non? Ben voilà, c'est tout. Donc on est dépendant de la Chine. Et en fait, on vient nous dire, ne travaillez pas avec la Chine. Laissez-nous, on va faire on va vous vendre votre minerai à la Chine. Non, la Chine, on va travailler avec elle. Maintenant, la Chine, c'est dangereux, c'est d'aller lui emprunter de l'argent. Et ça, ben, on n'a pas. Nous, Pour l'instant, on n'a pas mis le doigt dans l'engrenage. Ben non, mais on ne mettra pas. Parce que notre intérêt à nous, il faut d'abord aller chercher de l'argent où il est. L'argent, il est dans notre nickel, dans nos matières premières. C'est pas la main tendue. Ok. Bon, bah, faudra que vous reveniez nous expliquer tout ça en détail, alors, sur le modèle économique, le modèle financier qu'on pourrait mettre en place. Prévoyez 3 heures. Je vais d'abord vous faire une présentation PowerPoint, puis mais même vous allez adhérer. Bon, bah, en tout cas, merci pour ces premiers éclairages Merci. sur souveraineté calédonienne, dont on entendra sûrement reparler. Oui. Et puis, bah, à très bientôt sur Bien. NC News. Ben, je vous remercie de m'avoir invité. Merci Voilà. beaucoup, Ronald Merci. Frère. Au revoir. À bientôt. À bientôt.